Selon Machiavel, il y a deux façons pour un homme de parvenir au pouvoir. Soit il le reçoit par la fortune, par héritage ou par un gros coup de bol, soit il s'en empare par son mérite, au moyen de la ruse ou de la force. Des deux, c'est le second, précisément parce qu'il doit sa position à ses talents politiques, qui est le plus capable d'exercer le pouvoir. Dans une monarchie classique, c'est un discours qui passerait plutôt mal. Tous les rois cherchent à perpétuer leur dynastie. Tant pis si l'héritier est un incapable notoire, ce qui lui donne droit au trône, c'est le lien de sang. Au fond, c'est la seule qualification requise. Et cependant, il y a eu des États où le principe d'hérédité a été malmené, où on a pensé que le pouvoir devait revenir au plus capable. Et si le plus capable doit se hisser jusqu'au pouvoir par un coup de couteau dans le dos ou une rébellion armée, qu'il en soit ainsi. L'un de ces paradis pour usurpateurs, qui a élevé l'art du putsch au rang de sport national, c'est l'Empire byzantin. Au point que le coup d'État est perçu comme une façon parfaitement légitime de monter sur le trône impérial. Continuateur de l'Empire romain, Byzance n'a pas hérité seulement de son aîné la destinée impériale et son nom. Oui, parce que je rappelle, les Byzantins se sont toujours désignés eux-mêmes comme des Romains. Elle en a hérité aussi, et c'est son legs le plus important, le christianisme. Persécuteur des premiers chrétiens, l'Empire romain se convertit au IVe siècle. La nature du pouvoir impérial se transforme. De véritable dieu vivant auquel il faut rendre un culte, l'empereur devient le représentant de Dieu sur terre, le successeur du Christ et des apôtres, le champion de tout le monde chrétien. Sur le CV, c'est sûr, ça en jette. Mais la médaille a son revers. En tant que lieutenant direct de Dieu, et pas n'importe lequel, le Dieu unique quand même, l'empereur ne peut qu'être forcément victorieux, éternellement victorieux. Surtout quand il défend le monde chrétien contre les Huns, les Vandales ou les Arabes, donc des païens, des hérétiques et des infidèles. Or, entre les invasions barbares et les conquêtes islamiques, on n'est pas sur une dynamique de succès, loin de là. Et ça, pour les Romains puis pour les Byzantins, ça n'a qu'une seule explication. Dieu s'est détourné de son champion. La défaite militaire, c'est le signe que l'empereur est désavoué par Dieu, il n'est plus digne de régner. Et dans ces circonstances-là, on fait quoi? On se demande si la solution légitime, ça serait pas de trouver un meilleur candidat. A l'inverse, un général qui enchaîne les victoires peut légitimement penser qu'il est le nouvel élu de Dieu, donc l'homme le plus digne de gouverner l'Empire. Les empereurs ont donc rapidement tendance à se méfier de leurs généraux les plus efficaces. Typiquement, si vous êtes un général byzantin victorieux, votre carrière a deux issues. Soit le basileus craint l'usurpation et c'est la disgrâce, et la disgrâce à Byzance c'est la mort, ou l'énucléation, ou si vous êtes chanceux, la castration et la réclusion à perpétuité au monastère. Oui, on va pas se mentir, c'est une conception assez relative de chanceux. Soit vous-même, de crainte de mal finir, vous prenez les devants et vous tentez le putsch. Et si vous renversez l'empereur, bravo à vous, c'est gagné, vous êtes légitime. Aux yeux des Byzantins, vous n'êtes pas un rebelle ou un usurpateur qui impose une tyrannie par la force, non, vous êtes le nouvel élu de Dieu. Votre présence sur le trône, c'est lui qui l'a voulu. Enfin, tant que vous continuez à gagner. Et jusqu'à ce qu'un nouveau rival ambitieux se sente suffisamment fort pour tenter sa chance. Et pourtant, il arrive parfois à l'usurpateur de trébucher tout seul sur la dernière marche. C'est ce qui arrive à notre protagoniste du jour, Michel V le Calfa. Dans son cas, la recette du coup d'état foiré tient en 3 étapes. Vous prenez une population pas vraiment docile et qui n'hésite pas à se soulever pour faire valoir son point de vue. Un peu comme les Parisiens au XIXe siècle par exemple. Dans le cas présent, c'est la population de Constantinople. Dans la légende noire de Byzance, forgée au siècle des Lumières par des auteurs comme Montesquieu ou Voltaire, règne la notion d'un pouvoir absolu, despotique, qui maintient sous sa tyrannie un peuple privé de droits et de liberté. C'est vrai, le basileus est un autocrate. C'est vrai, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. C'est vrai, le Sénat est moins un organe de gouvernement qu'une assemblée des grands dignitaires de l'Empire, et c'est vrai, le peuple n'élit pas de représentants pour défendre ses intérêts. Mais enfin, en théorie, l'empereur gouverne avec le triple assentiment du Sénat, du peuple et de l'armée. Son pouvoir de consultation,
L'armée en fait régulièrement usage, puisque la grosse majorité des usurpateurs sont issus de ses rangs. Mais le peuple a aussi un rôle à jouer, et il le sait. Constantinople s'est déjà soulevé contre son empereur, pour prendre le parti d'un usurpateur, ou simplement pour réclamer une baisse d'impôts, voire le renvoi d'un fonctionnaire détesté. Quand les derniers empereurs paléologues essaieront de se rabibocher avec Rome, dans l'espoir d'obtenir l'aide de l'Occident contre les Ottomans, c'est le peuple qui refusera jusqu'au bout la réconciliation des églises. Et l'empereur sait qu'il doit composer avec lui. À l'exception de Justinien qui mate la révolte dans le sang en 532, aucun Basilius ne s'est maintenu au pouvoir quand il avait perdu le soutien de sa capitale. Vous prenez une vieille dynastie vénérable qui a réussi à ancrer dans les esprits la légitimité de la succession héréditaire. À Byzance, où c'est le plus digne, l'élu de Dieu, qui doit régner, c'est un véritable exploit. C'est celui qu'accomplit la dynastie macédonienne. En 867, l'homme qui lui donne son nom, Basile le Macédonien, fonde la dynastie par la méthode la plus légitime qui soit. Favori de Michel III qui l'a désigné comme co-empereur, Basile le fait assassiner pour prendre sa place. Commence alors pour l'Empire byzantin une longue période de reconquête sur les Bulgares, sur les Arabes, qui cimentent le prestige de la jeune dynastie. La famille survit même à la prise du pouvoir par les plus puissants généraux de l'Empire. En 919, l'amiral de la flotte, Romain Lécapène, devient ainsi le protecteur du jeune Constantin VII. Il lui fait épouser sa fille, est sacré empereur à ses côtés, et gouverne effectivement l'Empire pendant 25 ans. Avec le temps, il fait même couronner ses propres fils qui passent devant Constantin dans la hiérarchie impériale. En témoignage de gratitude, ces derniers écartent leur père du pouvoir, avant d'être à leur tour mis sur la touche par Constantin au terme d'une révolution de palais. Lorsque le successeur de Constantin, Romain II, meurt en laissant 2 enfants en bas âge, ce sont 2 généraux glorieux qui vont tour à tour revêtir la pourpre. Nicéphore Phocas d'abord, qui épouse Théophano, la veuve de l'empereur défunt, et qui est plus tard assassiné et remplacé sur le trône par l'amant de sa femme, le général Jean Tzimiskès. Mais quand Jean meurt à son tour, ce sont les jeunes fils de Romain II, Basile et Constantin, qui récupèrent le pouvoir sans susciter d'opposition. Pourquoi ? Parce qu'ils sont porphyrogénètes, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans la chambre de Porphyre où accouchent les impératrices. Donc qu'ils sont les enfants de l'empereur en exercice. Basile II est déjà le 6e souverain de la lignée macédonienne. Le principe d'hérédité est devenu un critère de succession valable. À tel point qu'à la mort de Constantin VIII, et en l'absence d'héritier mâle, c'est sa fille Zoé qui va assurer la continuité dynastique en désignant, par mariage ou par adoption, pas moins de 4 empereurs. Lorsque son 2e époux, Michel IV le Paphlagonien, meurt, Zoé, à 60 ans révolus, préfère à un nouveau mariage l'adoption du neveu de son défunt époux, qui devient donc co-empereur sous le nom de Michel V. Voilà notre protagoniste sur scène. Il est jeune, il présente bien, et par la grâce d'un oncle bien introduit, le voilà la personnalité la plus importante de l'Empire. Pas de doute, Dieu lui sourit. Avec un tel bagage, logiquement, Michel est également ambitieux. La vieille peau, il peut pas la blairer, et il serait peut-être temps qu'elle finisse sa carrière au monastère après lui avoir passé les rênes. Mais Michel est aussi prudent. Il se demande si la population de Constantinople l'aime suffisamment pour le soutenir dans son coup d'État. Pour mettre sa popularité à l'épreuve, Michel ordonne une sortie en grande pompe dans les rues de la ville, à l'occasion du traditionnel cortège à l'église des Saints Apôtres, le premier dimanche après Pâques. Pour vous donner un peu une idée à quoi ça ressemble, voilà un passage du chroniqueur byzantin Jean Skylitzès. Il quitta le palais, couronné, accompagné du Sénat. Toute la ville s'était rassemblée pour ce spectacle. Les habitants de l'avenue avaient suspendu leurs objets d'or et d'argent, ainsi que les vêtements et autres tissus brodés d'or. Ils s'efforçaient, autant que possible, de mettre toute leur âme dans leurs acclamations. Michel est ravi, tellement qu'il décide de passer à l'action sans plus attendre. La nuit même, il détrône l'impératrice Zoé, l'exile au monastère de Principios, ordonne à ses hommes de main de la tonsurer et de lui rapporter ses cheveux. Le lendemain, il écrit une proclamation à faire lire au peuple sur le forum de Constantin pour annoncer le changement de régime
prétextant que Zoé complotait déjà contre lui et appelant les citadins à la loyauté, persuadé que le peuple qu'il acclamait hier se rangera derrière lui. Et on arrive là au troisième ingrédient du drame. Une très mauvaise appréciation de sa popularité réelle. Parce qu'en réalité, les acclamations, les louanges et les vœux de longévité qui avaient tant réjoui Michel, c'est pas l'opinion que le peuple avait de lui, c'est le protocole. À Byzance, chaque apparition du souverain en public, que ce soit au palais, à l'église Sainte-Sophie ou en ville, fait l'objet d'un cérémonial minutieux. Les chanteurs placés le long du trajet, c'est des professionnels à qui on fait apprendre à l'avance les acclamations qu'il faut scander. Pour quelqu'un qui était déjà César, un des titres majeurs de la hiérarchie byzantine, Michel est quand même sacrément naïf de s'y être laissé prendre. Et cette erreur va avoir pour lui des conséquences dramatiques. Je cède une fois encore la parole à Skilitses. Quand le préfet eut lu cette proclamation devant le peuple qui écoutait, on entendit, sans qu'on pût trouver qui avait crié, une voix qui disait « Nous ne voulons pas pour empereur d'un parjure ni d'un calfa. Nous voulons l'héritière de l'antique lignée, notre mère Zoé. » Aussitôt tout le peuple, d'une seule voix, se mit à crier qu'on déterre les os du calfa. Et ramassant chacun des pierres, des bancs, les morceaux de bois qu'ils pouvaient trouver, ils faillirent tuer le préfet. Dans Constantinople, la révolte gronde. Les émeutiers se précipitent à Sainte-Sophie pour faire pression sur le patriarche afin qu'il exige le retour de Zoé. Ils ont d'autant moins de difficultés à leur allier que Michel V avait cherché à l'écarter lui aussi de son poste. Le Sénat, soit qu'il est révolté du sort de Zoé, soit qu'il sent le vent tourner, c'est possible aussi, fait sortir la jeune sœur de Zoé, Théodora, du monastère où elle se morfond depuis 10 ans. Oui, pourquoi elle est enfermée au monastère ? Parce qu'elle a comploté pour renverser sa sœur. Eh oui. Non mais jugez pas, c'est normal dans les familles byzantines. En tout cas, ça y est, son heure est venue. Le Sénat revêt Théodora de la pourpre impériale et la proclame impératrice avec sa sœur. Pour Michel V, ça sent le roussi. Paniqué, il comprend qu'il n'a pas d'autre choix que de céder. Il fait revenir Zoé au palais et la réinstalle sur le trône. Depuis la loge impériale dans l'hippodrome, il se montre au peuple pour lui dire en gros je vous ai compris. Peine perdue. D'en bas, les émeutiers lui balancent des injures, des pierres et des flèches. Pendant que Michel se réfugie à l'intérieur, le peuple met le siège devant le palais. Le lendemain, c'est l'attaque. Par l'hippodrome, par la porte des Excubites et par le terrain de polo, les révoltés lancent une triple offensive contre le palais. Malgré 3000 victimes, la garde est submergée. Les émeutiers envahissent le palais, en profitent pour piller un petit peu au passage, parce que tant qu'à faire, et pénètrent dans les appartements impériaux. Michel V a réussi à fuir par bateau et se réfugie au monastère de Studios, où il se fait aussitôt donner la tonsure. Rétablie sur le trône de Constantin, Zoé est plutôt encline à la clémence. Mais sa sœur Théodora ne l'entend pas de cette oreille, et le peuple non plus, qui s'écrie « À mort l'assassin! Débarrasse-nous de ce criminel! Qu'on l'empale! Qu'on le crucifie! Qu'on l'aveugle !» Emmené par le nouveau préfet de la ville, la foule fait irruption aux Studios. Michel est traîné à l'extérieur, aveuglé puis exilé dans un monastère loin de Constantinople. Le malheureux y meurt 4 mois plus tard. Quant à Zoé, elle ne tarde pas à faire un nouvel empereur consort en la personne de son troisième époux, Constantin Monomaque. Comme l'opinait notre machiavélique Florentin, la meilleure forteresse d'un prince, c'est d'avoir l'affection de son peuple. C'est en effet l'attachement de Constantinople à la vieille dynastie macédonienne qui a sauvé Zoé et perdu Michel. Ce dernier n'était pas Porphyrogénète, pas plus qu'il n'était un général glorieux ayant prouvé par ses victoires qu'il méritait d'être appelé au règne de l'Empire. Il n'avait tout simplement pas la légitimité pour mener à bien le grand coup de balai dont il rêvait. Et ce, malgré ce qu'il s'était imaginé lors de sa triomphale sortie en ville. On se quitte là-dessus les amis. Pour ce qui est du protocole de fin de cette vidéo, il est des plus simples. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, un commentaire, chantez mes louanges autour de vous, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.